Salutations et bienvenue à cette nouvelle exploration de sources. Aujourd'hui, on plonge dans un monde où humains et machines, mais ils coexistent pas juste, ils collaborent. Ils apprennent ensemble puis ils transforment nos façons de travailler, d'apprendre, même nos maisons. On va essayer de décortiquer un peu comment tout ça interagit avec nous autres. Pour faire ça, on a différentes sources. Il y a l'article Wikipédia sur la cobotique. On a des infos de fournisseurs comme EasyBot pour les robots éducatifs, puis BrainBox pour le domotique. Il y a aussi une thèse assez poussée de HEC Montréal sur comment les maisons intelligentes sont adoptées ici au Québec. Puis un article plus technique sur les protocoles de domotique, ça vient de Domomat. L'objectif qu'on se donne, c'est de comprendre comment ces robots, ces systèmes intelligents, sont faits pour travailler avec nous. Comment ils peuvent changer l'apprentissage, puis comment ils reconfigurent nos foyers. On va regarder les belles promesses, mais aussi les défis, puis surtout le point de vue des utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils en pensent vraiment? Alors, on est prêt? On y va. OK, commençons par le travail, avec la cobotique. Le mot vient de Wikipédia, ça désigne la collaboration homme-robot, en gros. L'idée, c'est de faire des tâches ensemble. Dans l'industrie, mettons, visser, souder, emballer, plein d'affaires. Le cobo lui-même, c'est le robot collaboratif qui est conçu pour travailler juste à côté d'un humain, sans cage de protection. Ça frappe. Oui, puis ça, c'est possible grâce à des capteurs, même de l'intelligence artificielle des fois pour éviter les collisions, tu sais. Ah oui. On dit aussi qu'ils sont plus simples à programmer. C'est souvent le cas, oui. Parfois juste avec une tablette. C'est vraiment un domaine à la croisée de plein de disciplines. La cognitique, l'ergonomie, la biomécanique, puis la robotique, bien sûr. Puis c'est important de noter, le terme cobo, ça date de 1996, des professeurs de Northwestern University. Mais la cobotique, c'est plus large que juste le robot lui-même, faut comprendre ça. C'est vraiment l'étude de l'interaction, de la collaboration, que ce soit direct ou à distance, entre l'humain puis le système robotique. Les applications, ça dépasse l'usine, là. On parle du nucléaire pour travailler à distance, la santé, chirurgie, rééducation, la domotique aussi, le militaire, l'éducation même. Il y a une étude qui anticipe pour 2025 4 modes de collaboration, en même temps, en alternance, flexible ou juste coexister dans le même espace. OK. Puis ce cobo-là, son rôle, c'est quoi exactement? Assistant, qu'on dit. Exactement. Un robot assistant, ça veut dire qu'il n'est pas complètement autonome. Ah, OK. Il dépend pas mal des instructions ou des gestes de la personne qui travaille avec. Certains peuvent apprendre un peu pour mieux imiter ou être plus robustes. T'sais. On fait une différence aussi techniquement entre les outillages d'assistance intelligent, les IAD, puis les robots juste téléopérés, les TD. Puis l'avantage en industrie, c'est vraiment cette flexibilité. Oui, puis le pouvoir changer de tâche facilement. Puis surtout, pas besoin de ces grosses cages de sécurité. Mais pas de cage, ça veut dire quoi pour la sécurité? J'imagine qu'il y a des règles strictes quand même. Absolument. C'est pas parce qu'il n'y a pas de cage qu'il n'y a pas de risque, là. Ça prend une analyse de risque super rigoureuse. Ça, c'est lié à la directive européenne machine. OK. C'est une norme qui oblige les fabricants à garantir la sécurité des travailleurs. Puis pour la sécurité physique, il y a des limites très claires sur l'énergie cinétique si jamais il y a un contact. C'est calculé en joules. C'est genre 4 joules sans recul, 10 joules avec recul pour être sûr qu'un contact imprévu reste sans danger. Wikipédia mentionnait Universal Robots comme leader en 2018. C'est encore le cas? C'est un gros marché? Universal Robots avait une grosse part du marché, c'est vrai. Il y en a d'autres, des Français aussi comme Staubli, EasyBot. Mais ce qui est intéressant, c'est la croissance attendue. Même si c'était juste un petit pourcentage des ventes de robots en 2025, genre 3 une étude d'ABI Research citée dans nos sources prévoit que le marché pourrait quadrupler d'ici 2030. Ah ouais, quand même. Oui, c'est un secteur qui explose. Les sources parlent aussi de co-manipulation. C'est quoi ça? Ah oui, c'est un concept clé bien expliqué par Xavier Lamy en 2011. C'est les différentes façons dont l'humain puis le robot peuvent manipuler un objet ensemble. Il y a 3 formes principales. La parallèle, le robot aide, ajoute sa force pour porter et déplacer. L'orthétique, là, c'est plus comme un exosquelette, ça suit puis ça assiste les mouvements du corps. OK. Et puis la série de l'humain, le robot, l'outil, c'est comme une chaîne. Pense à un chirurgien qui utilise un robot pour une laparoscopie, pour travailler à distance ou dans des conditions difficiles, sous l'eau, au microscope. Le retour d'effort, sentir ce qui se passe avec la technologie haptique, ça devient super important. Il y a une application fascinante des systèmes qui peuvent annuler les tremblements de la main.
Ah oui? Oui, pour des travaux de micro-précision, comme en horlogerie ou en microchirurgie. C'est fou. Fait que c'est pas juste une question de force brute, c'est aussi l'ergonomie, la précision. Tout à fait. En industrie, les cobots s'occupent des tâches pénibles, répétitives ou qui ont peu de valeur ajoutée, ou manipuler des affaires dangereuses, chaudes, lourdes, coupantes ou trop petites. L'ergonomie, c'est un gros plus pour prévenir les troubles musculo-squelettiques, les TMST. Ça permet aussi d'optimiser l'espace puis les temps de production. D'ailleurs, il y a un débat, hein. Est-ce qu'un exosquelette, c'est un cobo? La définition n'est pas coulée dans le béton. Puis en dehors de l'industrie, on retrouve cette idée de collaboration. Ben oui, la cobotique médicale avec le robot Da Vinci pour les chirurgies moins invasives, c'est un bon exemple. Il y a aussi la cobotique qu'on dit conviviale, des robots humanoïdes comme Nao ou Robonaut de la NASA. Ils peuvent servir d'avatar pour communiquer à distance en reproduisant les gestes, la voix. Intéressant. La recherche est très active, ici en France aussi, dans des centres comme le CEA List, puis des formations spécialisées commencent à apparaître. Même la science-fiction s'en inspire, avec les exosquelettes de combat ou les robots assistants. C'est vraiment fascinant cette collaboration dans l'industrie. Mais si on changeait de domaine, regardons comment les robots s'intègrent dans l'apprentissage. Nos sources d'Acebot, qui sont spécialisées là-dedans, décrivent les robots éducatifs. Oui, on change de contexte, mais l'idée d'interaction, elle reste. Ces robots-là sont faits spécifiquement pour les enfants. Le but, c'est de rendre l'apprentissage plus interactif, plus engageant. Comment? Bien, souvent, ils peuvent simuler une conversation, réagir à ce que l'enfant fait, le guider un peu. Le look est généralement pensé pour être mignon, pas intimidant, avec des interfaces simples. Puis l'approche, c'est souvent par le jeu, par des défis pour stimuler la logique, la créativité, puis garder l'intérêt. Concrètement, comment ils aident les enfants, d'après Acebot? C'est plus qu'un simple jouet? Oui. En fait, ils simulent la perspective d'un enfant. Ils sont gentils, curieux, puis ça s'intéresse à leur perspective. Ils vont comprendre les envies de l'enfant. Ensuite, ils peuvent orienter le message en l'écoutant les besoins, les questions évoquées. Ces points formules recettes, comme dit, ils sont juste disponibles et confiants. Ils comprennent-elles quand les enfants sont en colère ou tristes? Oui, ils détectent des choses quand même assez techniques. Ils peuvent capter les gestes du corps, les émotions, les tons de voix. Ça sert à exposer des actions qui sont plus conscientes puis en même temps complexes. Bien, les sources mettent en avant plusieurs avantages. D'abord, un soutien éducatif qui est personnalisé. Le robot peut s'adapter au rythme de l'enfant, à ses intérêts. Ça peut enlever un peu de pression, tu sais. Il y a des études citées qui montrent que l'interaction vocale, par exemple, ça améliorerait la capacité à résoudre des problèmes. Ils offrent aussi différents styles d'apprentissage, raconter des histoires, programmer, jouer pour rendre ça plus le fun. Le robot Xiaodon est donné comme exemple. Ensuite, il y a l'aspect soutien émotionnel. Pour certains enfants, mettons ceux qui sont plus seuls ou sur le spectre de l'autisme, le robot peut devenir un compagnon. Ah oui? Oui, une recherche sur le robot RoboOn aurait montré une amélioration de l'attention puis des compétences sociales chez des enfants autistes. Il y en a même qui essaient d'analyser les émotions de l'enfant pour donner du feedback aux parents. Puis finalement, le développement des compétences, c'est vu comme des outils pour stimuler la créativité en programmant, par exemple, et améliorer des capacités plus générales comme la pensée logique, les aptitudes sociales à travers les jeux et les défis. Acebot parle de compétences spécifiques au-delà de la programmation qui semble assez évidente. Comment un robot peut améliorer la résolution de problèmes ou la créativité? C'est une bonne question. Pour la programmation, les maths, la logique, c'est souvent très concret, basé sur des projets comme avec les blocs Lego programmables. Le fait d'avoir un retour direct, le robot fait ou fait pas ce que tu veux, ça aide à comprendre vite. Une étude californienne citée parle d'une amélioration notable dans les tests de logique. OK. Pour la résolution de problèmes, l'idée, c'est que l'environnement interactif encourage l'enfant à essayer, à tester, à ne pas avoir peur de se tromper. Lego Mindstorms est mentionné. Une autre étude parlerait d'une amélioration significative. Pour la créativité, ces robots, c'est comme des plateformes ouvertes. L'enfant peut imaginer un comportement puis essayer de le créer. Les robots bioniques qui imitent la nature sont aussi cités comme stimulants. L'UNICEF aussi soulignerait leur rôle pour les compétences socio-émotionnelles. Puis le travail d'équipe, c'est souvent nécessaire pour les projets plus complexes. Ça force les jeunes à discuter, à se partager les tâches. OK. Si des parents ou des éducateurs sont intéressés, comment on choisit le bon robot?
Puis c'est quoi les langages de programmation qu'on utilise? Pour choisir, logiquement, il faut penser à l'âge de l'enfant, au but d'apprentissage, à ses intérêts, mais aussi la sécurité, les matériaux, les certifications, la solidité, puis le service après-vente. C'est important. Oui, pour les langages, les sources nomment les plus courants. Python, qui est simple, souvent utilisé avec des cartes comme Raspberry Pi. C++, plus puissant pour des robots plus avancés comme Vex ou certains Lego Mindstorms. Puis Scratch, qui est très populaire chez les plus jeunes. C'est visuel, basé sur des blocs. On le voit avec des robots comme Dash et Dot. Puis les tendances, qu'est-ce qui s'en allait là, ce domaine-là? L'intelligence artificielle, c'est sûr, Bien sûr. pour personnaliser encore plus l'apprentissage. La technologie bionique aussi, s'inspirer de la nature, comme le robot araignée, mentionné, ça semble populaire. Puis l'intégration de la réalité augmentée ou virtuelle, AR, VR, pour créer des environnements d'apprentissage plus immersifs. Bon, après l'usine puis l'école, allons voir à la maison, la domotique. On en entend parler pas mal. Les sources de Brainbox puis la thèse de HEC à Montréal nous en disent plus. Le mot lui-même, c'est domicile puis informatique ou automatique, c'est ça? Oui, ou électrique. Essentiellement, la domotique, ça regroupe toutes les techniques pour contrôler, automatiser, programmer les systèmes de la maison. Les lumières, le chauffage, les stores, la sécurité, les électros. L'idée, c'est de connecter tout ça à une centrale ou via une application pour gérer à distance ou selon des scénarios qu'on a définis. Avec des fils ou sans fil? Les deux existent, mais de plus en plus sans fil. La grosse promesse, c'est d'optimiser le confort puis de simplifier le quotidien. Brainbox parle d'avantages très concrets, c'est quoi? Il y en a plusieurs. Le confort, évidemment. Plus besoin de faire le tour pour éteindre les lumières, baisser le chauffage partout, programmer la cafetière pour le matin. C'est aussi une aide potentielle pour les personnes à mobilité réduite, faut pas l'oublier. C'est vrai. 30 c'est pas rien, hein? Non, c'est clair. Puis enfin, la sécurité. Là, la domotique offre plein d'options. Les volets qui se ferment tout seuls, les alarmes connectées, les caméras, les détecteurs de présence, de fumée, les serrures intelligentes. L'idée, c'est de prévenir les intrusions puis d'être alerté vite s'il y a un problème. Les promesses sont belles, mais la thèse de HEC Montréal, elle nuance pas mal, non? C'est quoi les freins et les limites? Effectivement, la thèse montre qu'il y a un bon décalage entre les promesses puisque les gens vivent vraiment. Il y a plusieurs gros obstacles. Le piratage, c'est une crainte bien réelle, surtout avec le sans-fil. La sécurité du système lui-même, ça devient un enjeu. Le coût, ça reste un frein important. L'équipement puis l'installation, ça peut être cher. Puis la complexité, le manque de compétences techniques, ça, c'est central. La thèse, c'est une étude canadienne, Gravity Stack 2022, qui est frappante. 79 des proprios connaissent la maison intelligente, mais il y en a moins de 17 qui l'ont adoptée. Ah ouais? C'est peu. Très peu. Les raisons? Le coût, oui, mais aussi le manque de savoir-faire et les craintes pour la sécurité des données. Peu de gens se sentent capables d'installer puis de configurer ça eux-mêmes. Puis il y a ce fameux problème des appareils de marques différentes qui se parlent pas. Exactement. Les problèmes d'interopérabilité, c'est un vrai casse-tête. T'achètes une ampoule connectée d'une marque, un thermostat d'une autre, une serrure d'une troisième, puis rien marche ensemble. L'enfer. Ben oui. C'est à cause de tous les protocoles de communication différents, C-Wave, Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth, puis d'autres encore. Chacun a ses forces et faiblesses, portée, consommation d'énergie, réseau maillé ou pas. La source de moment explique bien cette jungle. On espère beaucoup avec les nouveaux standards comme Matter, mais pour l'instant, c'est souvent compliqué. La thèse soulève aussi un point intéressant, le manque d'utilité perçue. Les gens voient pas à quoi ça sert. Oui, c'est un frein psychologique majeur. Au Québec, selon Net Tendance, beaucoup de ceux qui n'en ont pas disent juste « je vois pas l'utilité » ou « je pense pas que je m'en servirai assez ». Puis ça rejoint un autre point clé de la thèse. Les problèmes d'expérience utilisateur, l'UX, il manquerait de recherche centrée sur les besoins réels. Les produits existent, mais ils répondent pas toujours à ce que les gens veulent ou savent faire. Configurer des routines complexes, ça peut être frustrant. La thèse parle même d'un déficit d'imagination. Un déficit d'imagination. Oui, les utilisateurs, même ceux qui sont intéressés, ont de la misère à voir comment intégrer ça de façon poussée puis vraiment utile dans leur quotidien. Il y a un fossé entre le marketing puis l'usage réel qui reste souvent très basique, genre contrôler les lumières avec son téléphone. Même les experts interviewés dans la thèse trouvent que la technologie actuelle n'est pas encore vraiment intelligente. Puis on note un attachement fort au contrôle physique. Les gens veulent encore une clé pour leur serrure connectée, mettons.
Ah, intéressant ça. OK, si on essaie de faire le lien entre tout ça, on a vu des robots qui collaborent au travail, d'autres qui aident à apprendre, puis des systèmes pour automatiser la maison. Le point commun, c'est toujours cette interaction homme-machine. Le potentiel d'aide, mais aussi, surtout pour la maison, des freins à l'adoption puis à l'utilisation réelle. C'est exactement ça. La thèse de Escher insiste beaucoup là-dessus, la perspective de l'utilisateur qui semble parfois oubliée par les fabricants. Juste la définition de maison intelligente, c'est flou pour le monde. Souvent, les gens adoptent ça par petits bouts. Un assistant vocal ici, une caméra de sécurité là, pour répondre à un besoin précis ou parce qu'un ami en a parlé. Ouais. Les grandes promesses, confort, économie, on les entend, mais la complexité puis ce fameux déficit d'imagination freinent une adoption plus large, plus intégrée. Les profils décrits dans la thèse sont parlants. Le novice qui veut du simple, du concret. L'intermédiaire qui est curieux mais qui se perd vite. Puis l'expert qui voudrait de la vraie IA mais qui est frustré par les limites actuelles, comme l'interopérabilité. Mhm. Le besoin criant, c'est une meilleure communication, des exemples d'usage clairs, une conception centrée sur l'humain, puis peut-être des plateformes pour partager des scénarios qui marchent bien. Puis est-ce que des facteurs comme l'âge ou le genre, ça se joue beaucoup dans l'adoption de la domotique, d'après la thèse? C'est intéressant, la thèse suggère que c'est moins déterminant que la familiarité générale avec la technologie puis la motivation personnelle. Le besoin qui revient, peu importe le profil, c'est d'avoir des exemples concrets pour comprendre l'intérêt. Puis les exigences de base, ça reste pareil. Fiabilité, sécurité, simplicité, d'où l'attente pour Matter, puis cette volonté de garder un contrôle physique sur les fonctions essentielles. OK, je vois. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On voit des technologies collaboratives qui s'installent pour de bon dans l'industrie, les cobots. Des outils prometteurs pour personnaliser l'éducation avec les robots éducatifs. Puis une domotique pleine de potentiel, mais qui peine encore à convaincre tout le monde, puis à s'intégrer facilement dans nos vies. Le potentiel est là, c'est sûr, mais les obstacles à une adoption large, surtout pour une maison vraiment intelligente, intégrée, ils sont bien réels. Le coût, la complexité perçue, les questions de sécurité, de confidentialité, le casse-tête de l'interopérabilité, puis ces décalages fondamentaux entre ce que la techno pourrait faire puis ce que les utilisateurs savent ou veulent en faire. Mhm. Pour que ça décolle vraiment, la technologie doit devenir pas juste plus connectée, mais réellement intelligente dans le sens d'adapter aux besoins humains, facile à imaginer puis à utiliser au quotidien. Le focus doit passer de la performance technique à l'expérience utilisateur. Pour finir, une question qui reste peut-être en suspens. Les sources parlent du potentiel de la domotique pour aider les personnes plus âgées ou en situation de handicap à rester autonomes, en sécurité chez elles. C'est une belle perspective, ça. Mais à mesure que ces systèmes deviennent plus présents, qu'ils apprennent nos habitudes, qu'ils deviennent peut-être prédictifs, comment on s'assure qu'ils favorisent vraiment l'autonomie de tous, sans créer de nouvelles dépendances, sans renforcer des inégalités, puis sans que la ligne entre l'aide qu'on veut puis un contrôle qui pourrait être excessif devienne floue. Où est la limite entre aider puis envahir? Voilà qui termine notre analyse approfondie pour aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints.